Bonjour William O'Rourke, Bonjour Benoît. enchanté de t'avoir parmi nous à l'occasion de Surfing Bitcoin, donc cette conférence dédiée à Bitcoin qui était un grand succès. Donc là je t'invite pour le journal Bitcoin, je suis très content. Tu vas pouvoir nous parler de droit, tu es avocat. La question rituelle de début, c'est est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous décrire tes activités de façon très brève, mais D'accord. clair. Ouais, déjà, oui, je confirme, c'était vraiment une très bonne conférence. Je suis ravi de participer à cette interview avec toi. Donc je suis William O'Rourke, avocat, cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Orwell, qui est un cabinet en droit de nouvelles technologies qui accompagne pas mal de monde dans la crypto, que ce soit à la fois des sociétés qui ont des projets en lien avec ces technologies ou avec les crypto-monnaies, notamment pour tout ce qui est réglementation, qui moi est ma spécialité au sein du cabinet. On accompagne également des gens dans leur problématique fiscale par exemple. Et on a enfin une petite activité contentieuse sur des sujets très précis, des hacks, etc. Alors ça j'y viendrai parce que j'ai vu dans les spécialités, donc j'ai regardé un peu le site de Orwell, j'ai vu qu'il y avait la privacy. Donc vous êtes, je suppose, des défenseurs de la vie privée, ou enfin en tout cas je ne savais pas, mais tu avais cette compétence, c'était dans vos compétences, et il y avait le pénal, alors là j'ai tremblé. Mais en plus des domaines que tu as décrits. Ça tu m'en parleras plus tard, mais c'est une question que j'ai... On pourra en parler, il n'y a pas de problème. Ah ouais, j'étais curieux. Écoute, moi tu sais, j'aimerais accueillir la réglementation avec le sourire, mais je me demande si on n'est pas comme dans le bon et le mauvais chasseur, est-ce qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise réglementation? On souhaite qu'elle favorise l'adoption, mais moi j'ai l'impression que dans les faits, souvent elle la limite. Donc j'aimerais que tu me mettes du baume au cœur et que tu me parles un petit peu des effets de la réglementation française. J'ai vu qu'il y a eu le cadre du PSAN, qui a été quand même assez difficile pour les acteurs de l'obtenir parce qu'il y avait des délais d'obtention. Il y a des gens qui ont eu leur business mais finalement fermé. Il y a eu des problèmes d'organisation ouais, en fait. Ouais. Mais après, non, sur ce point, déjà je pense qu'il ne faut pas... Voilà, en France on aime beaucoup se critiquer, on aime beaucoup s'auto-flageller. Et c'est encore plus vrai quand on parle de réglementation ou d'impôts. Mais là-dessus, je pense qu'il faut, et c'est important de regarder aussi ce qui se fait ailleurs et de comparer avec ce qui se passe en dehors de France, parce que ça permet quand même de relativiser, voire même d'être assez optimiste sur cet aspect-là. La réglementation en France aujourd'hui, déjà, elle existe. Elle a été, donc, tu as parlé du régime PSAN, qui veut dire prestataire de services sur actifs numériques. Ça concerne les personnes qui fournissent certaines activités. Les plus connues, c'est l'achat-vente de Bitcoin contre de l'euro, par exemple. Également la conservation de crypto pour le compte de tiers, c'est-à-dire les wallets custodiales par exemple. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, ils sont régulés par l'autorité des marchés financiers. Voilà. Et ils doivent passer par une procédure qui, en effet, avant, il n'y avait pas de procédure, donc forcément, on peut regretter cette période-là. Mais après, cette réglementation, elle a quand même un objectif qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre, c'est de lutter contre la fraude et les escroqueries. Et également, en fait, d'intégrer, on va dire, ces acteurs et cette industrie dans le reste, on va dire, de l'économie et de la finance française et mondiale, qui est assujettie à certaines règles, notamment en matière de contre le blanchiment. Et donc, en fait, le débat, c'est est-ce qu'on ne veut pas de réglementation? Dans ce cas-là, la crypto sera et restera un ghetto avec des très beaux projets, avec des gens très bien, mais il y aura aussi des escrocs, etc. Ou est-ce qu'on veut que la crypto s'arrime entre guillemets, au secteur traditionnel, que ce soit les banques, le reste de l'économie en réalité. Ouais, et dans ce cas-là, il y a des conditions en fait, à respecter. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y avait besoin d'un droit spécifique? Le cadre général, en fait, n'était-il pas suffisant? L'escroquerie, par exemple, la fraude sont déjà punis par le droit. Donc, est-ce qu'il y avait besoin d'un cadre spécifique? Par exemple, voler des crypto-monnaies, c'est un vol, en fait. Est-ce qu'il y a besoin de faire un cadre spécifique propre aux crypto-monnaies? Oui, bon. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce cadre dont tu parles, qui est le cadre répressif, c'est-à-dire le droit, c'est le principe, c'est qu'on n'est pas coupable avant d'avoir commis une infraction. Oui. Et donc ce cadre-là, il existe, il a toujours existé, voilà. Avec les difficultés qui sont inhérentes, d'une part, à la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui. C'est vrai en France, mais c'est vrai ailleurs, c'est qu'une enquête pénale, ça dure des années. C'est compliqué, on ne retrouve pas tout le monde. Et dans les escroqueries, surtout, il y a un jeu de chat à la souris qui est très favorable aux escrocs, en fait, qui sont des gens très organisés, qui sont offshore. Enfin, moi, je le vois dans mon cabinet, on a des victimes d'escroquerie, des personnes âgées, parfois moins âgées, qui se font voler vraiment toute leur épargne. Et en fait, c'est juste que ces gens... Enfin, encore une fois, la réglementation, elle sert à protéger les épargnants. Mais alors, les épargnants, ils sont derrière nous sur cette plage, c'est pas nous, quoi. Nous on s'y connaît, on connaît les bons acteurs, etc. Mais tu sais qu'il y a une phrase de Churchill qui dit que les intentions sont belles, mais parfois il faudrait s'assurer que les conséquences le soient aussi. Donc, il y a une phrase de Saint-Paul qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, exactement. Et donc moi, la question que je me pose, c'est que depuis que ce beau cadre réglementaire est arrivé, les épargnants vont-ils mieux? Ce mot, à titre personnel, j'ai déjà vécu en fait des escroqueries
pris, qui était finalement une de mégarde de ma part, ou je pense à la faillite de Mangox au Japon. Écoute, j'avais déjà fait une KYC, tout le monde à peu près identifié, mais la procédure dure depuis maintenant 7 ans. Oui, mais c'est vrai, quel que soit ton rapport à la justice et à la police, c'est que ça prend du temps et il y a un problème. Après, on pourra en discuter de moyens, d'organisation, etc. Écoute, toi, tu trouves que le cadre est plutôt bien fait en France et que comparativement à ce qui se fait, par exemple, dans d'autres pays, tu aurais des modèles extérieurs Bien sûr, on peut en parler. Aujourd'hui, si vous allez à Londres, par exemple, qui est considérée comme qui est la principale place financière d'Europe et qui a donc qui a, on va dire, une volonté politique forte, des régulateurs compétents. Là-bas, vous avez un cadre PSAN qui existe, qui est, selon les échos que j'ai eus de mes clients anglais, qui est presque pire que la France, parce qu'en réalité, les délais de traitement sont beaucoup plus longs. Donc en fait, on voit que même dans des juridictions comme ça, je parle de juridictions entre guillemets sérieuses, évidemment. Moi, j'aurais pensé à la Suisse. La Suisse, c'est très compliqué d'obtenir un agrément en Suisse. C'est vrai, même à Neuchâtel, dans des cantons, il n'y a pas des cantons... Il y a une réglementation FINMA qui est... Alors après, je ne connais pas le droit sur détail. Et la Suisse, il faut avoir en tête que déjà, c'est un pays... Alors après... Voilà, il y a des détails, c'est-à-dire que la Suisse va peut-être réguler un peu plus tard que la France. La France, on a tendance à réguler plutôt de manière précoce, mais après, ça, c'est des détails qui jouent sur 1 an, sur 6 mois, etc. Fondamentalement, ce que la France fait, l'Allemagne le fait, l'Angleterre le fait, plein d'autres pays ailleurs le font, je pense par exemple au Japon, ce genre de pays. Et si vous voulez, de toute façon, à long terme, si vous voulez, tout le monde sera logé à la même enseigne. C'est le sens de l'histoire. Après, moi je suis pas un ayatollah de la réglementation, mais je trouve que le discours extrêmement critique sur la France, il est parfois un peu gratuit honnêtement. Mais je sais pas parce que en termes de place de marché, moi je sais que Paymium par exemple est un des acteurs historiques de cet écosystème-là. Alors peut-être que c'est une politique commerciale moins agressive. Peut-être que je sais qu'ils avaient perdu leur partenaire bancaire à un moment donné. Comment il s'appelait c'était difficile. Ça a été difficile. C'était pile au moment où ils devaient acquérir des clients. Moi je me souviens j'étais client chez eux, je pouvais pas retirer mes crypto-monnaies ni même mon cash parce que en fait ils avaient perdu leur partenariat bancaire. Et donc c'est une tragédie commerciale et je pense que c'est par peur de la loi que ces partenaires bancaires finalement freinent des 4 fers. Enfin je ne sais pas quelles sont les raisons mais... Les partenaires bancaires déjà ils freinent en France comme ailleurs. Alors en France ils sont peut-être particulièrement salés, mais si vous voulez, les banques dans le monde choisissent leurs clients et choisissent les secteurs avec lesquels elles veulent travailler et ça c'est vrai partout dans le monde, même dans les paradis offshore, etc. Le Luxembourg est plus ouvert. C'est pas totalement vrai. Okay. Il y a un acteur bien connu au Luxembourg qui est plus ouvert, mais les autres banques luxembourgeoises, je peux vous assurer qu'elles sont au même niveau que les banques françaises, c'est-à-dire très dures. Et après, si vous voulez... Quel est cet acteur ? J'ai pas envie de citer de nom, parce que c'est pas mon rôle, mais bon... nous, on travaille avec Allkey Pro, par exemple. C'est un acteur luxembourgeois. Oui, c'est un acteur recommandable. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les banques, en fait, paradoxalement, c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, la réglementation ne peut, on va dire, qu'aider à terme à ce qu'il y ait un rapprochement, c'est-à-dire en fait une bancarisation de l'industrie crypto. Mais en réalité, on peut avoir de la réglementation et pas de compte bancaire, on peut avoir des comptes bancaires sans réglementation. C'est la politique des banques. Que moi, je suis littéralement en guerre contre eux. Non, mais c'est exact. Mais après, j'essaie d'avoir une vision un peu plus balancée parfois que certains discours. Mais c'est normal. D'ailleurs, les avocats ont souvent le rôle d'arbitre, donc il vous faut... Mais aussi parce qu'on est au contact avec les... Enfin, notre rôle, c'est aussi d'être un peu... On n'est pas dans les deux camps, mais on discute avec tout le monde et on essaie d'entendre les points de vue. Entre le marteau et l'enclume. Ça sert à ça, un avocat. Oui. Ça sert à prendre des coups. Oui, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler des principales lois qu'il faut connaître ? Alors, il y a 2 pôles. Il y a l'entrepreneur et il y a le particulier qui voudrait investir. On va plutôt s'adresser à notre public, et il y a sans doute les deux dans le public, mais par rapport aux gens qui veulent investir dans les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Non, il y a 2 choses à savoir. C'est choisir le bon prestataire. Oui. Donc là, alors il y a plusieurs sources. Il y a une source réglementaire des PSAN, ça veut dire que c'est des acteurs qui, cette procédure, à minima, elle prouve qu'on a affaire à des gens un minimum sérieux. Le penses-tu ? Oui, je pense que pour réussir la procédure PSAN et pour la mener à bout, et je suis bien placé pour le savoir parce que moi mon rôle c'est de les accompagner, il y a un minimum de sérieux quand même à avoir. C'est pas une garantie que le service est parfait, mais voilà. J'espère que je vais pas avoir une arnaque PSAN. Ça peut arriver. Oui, moi je pense. Mais quand même, c'est-à-dire que déjà, faut être sacrément bête pour arnaquer des gens en étant PSAN parce que vous êtes quand même supervisé par un régulateur qui
qui sait tout de vous et qui a toute votre vie. Donc, si vous voulez, Oui, c'est en pas tant la face. qu'avocat, je ne conseillerais pas à un scammer de s'enregistrer, quoi. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les autres sources, il y a votre média, il y en a d'autres, etc., qui recommandent qui recommandent des acteurs qui parfois sont Non mais étrangers. si, c'est vrai que Ça, c'est le la premier point. réglementation, ouais. Mais par exemple, moi je vois des grands acteurs internationaux qui font des volumes d'échanges monumentaux et qui sont dans des paradis fiscaux. Et pourtant, leur qualité est immense. Hein. Je pense par exemple à FTX, qui est la plateforme qui est recommandée par les traders et je pense qu'il doit être basé entre Hong Kong et les Caïmans. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et non, mais après ça, c'est des acteurs qui vont être obligés de rentrer tôt ou tard dans la réglementation. Pour moi, en fait, on était dans une période, historiquement, je veux dire, entre 2000, j'ai envie de dire 2009, si vous voulez, et 2015, peut-être 2017-2018, il y avait en gros il n'y avait pas de réglementation. Et on pouvait vraiment faire des trucs un peu fous, c'est-à-dire par exemple être en Europe et exercer une activité qui sont quand même des activités qui sont risquées, sans avoir aucune réglementation. Donc et ça, c'était une période qui est en train de se refermer. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle période. Après, voilà, je ne peux pas vous dire que c'est au 1er janvier, machin, mais une nouvelle période qui va être une période où on réglemente, et c'est vrai dans plusieurs pays, dans plusieurs juridictions. Et cette période, elle va se refermer dans quelques années, peut-être dans 3-4 ans. Il y avait des philosophies de sandbox ou de bac à sable, enfin d'expérimentation, où en dessous d'une certaine taille, tu avais une réglementation plus légère. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Ok. C'est très compliqué, et il y a peut-être des pays où ça marche bien. Mais je sais que par exemple la principale sandbox européenne, elle est au Royaume-Uni. Oui. Parce qu'avec le Brexit, ils ont pu s'affranchir des règles européennes, ce qui leur a permis, on va dire, techniquement de faire une sandbox. Et il y a des échos mitigés, il y a des boîtes qui en ont profité. Et il y a des boîtes qui en fait, moi les échos que j'ai eu parfois, c'était on rentre dans la sandbox, on a un environnement réglementaire un peu plus souple et un accompagnement, un pseudo-accompagnement du régulateur. Mais en fait, à la fin de la sandbox, on est quand même dans le grand bain. Et les problèmes réglementaires qu'on n'a pas réussi à régler dans la sandbox. Ah oui, ils arrivent. Mais moi, je vais te dire ma conviction, c'est-à-dire que je trouve souvent que la barrière réglementaire est une tragédie pour les petits acteurs. C'est-à-dire que c'est une barrière à l'entrée qui est très difficile à franchir pour une entreprise jeune et naissante. Et si on regarde, tu vois, les exemples, on va dire internationaux, par exemple, on va prendre Binance, on va prendre FTX, en fait, leur acquisition client, ils l'ont fait justement en ayant une politique réglementaire très souple, notamment en ne touchant pas les monnaies étatiques, c'est-à-dire qu'en étant crypto to crypto, ce qui fait qu'ils avaient des contrats réglementaires inférieurs qui leur permettaient en fait d'onboard, d'avoir une base client conséquente et donc ils ont d'abord développé leur politique commerciale avant de développer leur politique réglementaire. Alors maintenant ils se font dégommer, ça c'est vrai, mais comme ils ont atteint une taille critique et un volume d'affaires suffisant, ben, ils vont tout remettre dans l'ordre, etc. Mais s'ils avaient été confrontés à cette rigueur réglementaire dès le début, seraient-ils là où ils en sont aujourd'hui? C'est pas évident. Je suis d'accord, mais après, on peut refaire l'histoire. Mais c'est-à-dire que avec des scies, on coupe du bois. Ils se sont lancés à une autre époque. Et si aujourd'hui, on est aussi, par exemple, vous lancez un projet crypto en 2021, vous avez un marché qui est 1000 fois, enfin peut-être pas 1000 fois, mais qui est beaucoup plus important, beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de prestataires en place, de partenaires, d'échos médiatiques qu'à l'époque où Binance s'est lancé. Donc c'est des périodes en fait. Moi, mon discours, c'est pas, évidemment, je suis pas. La réglementation, ça a un effet, et c'est un effet qui peut être très néfaste pour certains projets très jeunes ou qui sont sur des problématiques juridiques très compliquées. Après, il y a des solutions. Vous regardez, pour prendre juste le cas de la France, vous prenez les PSAN, il y a quand même des petites boîtes qui ont réussi à obtenir le PSAN pour des montants qui ne sont pas non plus hallucinants. Et faut aussi regarder ce qui est positif, c'est-à-dire que le PSAN, ça reste une étape qui aujourd'hui, on ne parle pas d'un agrément à 100 000 € qui prend un an à obtenir. Ça a quel coût? Tiens, tu connais ça à peu près? C'est un coût qui est... Alors, ça dépend parce qu'il y a plusieurs briques, on va dire, mais en gros, la procédure PSAN en tant que telle, on est dans un ordre d'idée qui est de 15 à 20 000 €. Ah, c'est quand même encore assez accessible. Mais pour un agrément financier, pour pouvoir, entre guillemets, être dans le club des gens qui ont le droit de fournir un service sur actif numérique, c'est une réglementation qui, en fait, je sais que quand je dis ça, je me fais lâcher, mais écoute, t'en prendras dans les commentaires, allez-y. Voilà, je vais me prendre des tomates par les gens qui ont des casquettes Bitcoin comme toi, mais oui. j'en ai eu les siens. Mais c'est, en fait, c'est très libéral. Mais ça correspond aussi, encore une fois, à une époque où c'est aujourd'hui lancer un projet crypto, c'est être un pionnier encore. Oui. Donc, ok, mais et la temporalité pour obtenir ce PSAN, donc faut compter des coûts de 15 à 20 000 €, tu dis? Alors, en fait, ce genre de choses, c'est qu'il y a moi, il y a des coûts cachés. Non, c'est pas qu'il y a des coûts cachés. C'est que je pourrais vous dire, si vraiment l'acteur est prêt dès le début, on peut faire ça en
4 à 6 mois maintenant. Enfin, on commence à avoir un régulateur qui s'est rodé. Mais pour quelqu'un qui voudrait proposer, par exemple, un service d'achat-vente de crypto-monnaies et qui commencerait son activité. Le problème, c'est qu'en fait, quand vous commencez la procédure, ça vous oblige à vous poser plein de questions. Moi, c'est ce que je constate avec la plupart des projets. Ça vous oblige à poser plein de questions, à réfléchir à plein de choses qui n'ont pas été prévues. Et que la réglementation, c'est pas forcément des obligations. Ça donne un rail quand même, ça donne des guidelines. Il faut prendre une réglementation, il y a toujours un aspect positif, c'est que, en tout cas, on peut le prendre de manière positive, c'est que ça vous oblige à poser des questions. Qu'est-ce qui se passe si, comment je conserve les fonds de mes clients? Quelles sont les mesures de sécurité? Quelle procédure je mets en place s'il y a un hacking, etc. Ça, c'est des choses que vous demande le régulateur. D'accord. Et qu'il faut préparer. Et ça prend du temps. Et généralement, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on commence sur les chapeaux de roue et après, il y a une phase de réflexion en interne dans le projet et après, on lance le dossier. Ce qui fait que la procédure, en pratique, c'est rarement moins de... on est plutôt sur du 6 à 9 mois. Et pour des raisons aussi qui sont internes. C'est intéressant, écoute. Et n'impose-t-elle pas non plus des procédures stupides? Cela n'arrive-t-il jamais? Par exemple, d'interdire aux clients de changer l'adresse à chaque fois ou des choses comme ça. C'est pas interdit de faire ça. Ouais, d'accord. Non, mais il y a pas des. C'est considéré comme un risque par le régulateur qui lui voit le risque de la protection de la vie privée. C'est utilisé par des gens qui sont comme nous d'ailleurs. Qui sont honnêtes. Qui sont honnêtes et qui sont surtout, je pense, éclairés sur le sujet. Et c'est aussi utilisé par des personnes qui veulent cacher leur identité pour des mauvaises raisons. Le régulateur, évidemment. S'intéresse au deuxième cas de figure et pas au premier. Mais après aujourd'hui, vous avez le droit quand même d'utiliser des technologies qui protègent votre vie privée. C'est juste que vous serez considéré comme un peu plus risqué par le service. D'accord. Mais tu sais que moi, à titre personnel, je pense que la vie privée protège plus de gens honnêtes que de gens malhonnêtes. C'est comme des verrous à une porte. Le verrou à une porte et protège. On pourrait ça. Évidemment, on peut se servir des volets et de la porte fermée pour commettre des crimes chez soi, mais on peut aussi se protéger des gens malhonnêtes. C'est sûr. Bon, moi, c'est ma vision, mais effectivement, il y a aussi. Après, il y a un débat qui est philosophique, en fait, qu'on pourra avoir. Mais je pense pas que ce soit l'objet de la aujourd'hui. Non. Mais fondamentalement, on voit quand même que. Si vous voulez, moi je continue à travailler avec des projets qui sont sans KYC parce qu'ils sont hors du champ de la réglementation ou parce que... Quels sont, pas forcément le nom des acteurs, mais quels sont ces domaines d'activité? Je sais pas, moi je travaille avec des acteurs étrangers par exemple qui sont encore dans des champs, qui sont parfois dans des juridictions où en gros c'est pas obligatoire de faire du KYC. Généralement il n'y a pas de fiat évidemment. C'est crypto. Et en fait ce qu'on voit quand on analyse les transactions etc. c'est que évidemment il y a une protection de la vie privée qui est maximale. Mais ça attire aussi malheureusement souvent, c'est des gens qui sont ultra minoritaires. Mais ça attire également des gens qui ont des comportements ou qui ont des adresses qui viennent du darknet, etc. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas nier si vous voulez. Ah si. Ok. On peut le nier. Si. Mais moi, par exemple, tu vois, il y a souvent des mesures quand tu prends le cash et donc des limites de paiement en cash et qui auraient pour but de lutter notamment contre la criminalité. Et en fait, si tu prends les pays où ces limites sont les plus basses, c'est pas forcément les pays où il y a le moins de criminalité. Et tu vas dans des pays, typiquement la Suisse, l'Allemagne ou même Dubaï, en fait, qui ont des politiques par rapport au cash qui sont beaucoup plus larges, en fait, dans les rues, il y a moins de criminalité. Oui, après, moi, je pense que tu vois dans les facteurs de criminalité, tu as aussi l'éducation, tu as des choses qui sont. Voilà. Bien sûr. Mais après, effectivement, oui, non, mais je te rejoins quand même. Moi, attends, juste un mot quand même pour ma défense. En tant qu'avocat, je vais me défendre. C'est que moi, je suis là en tant qu'avocat, j'accompagne des gens à se mettre en conformité du mieux possible et de la manière la plus efficace pour eux, et donc indirectement pour leurs clients avec la réglementation. Après, moi, j'ai ma petite idée sur la réglementation. Je pense que par exemple les crypto-monnaies, et les différentes crypto-monnaies vont, si un jour, et on s'en dirige quand même malheureusement assez rapidement vers une société qui va être cashless, ça sera la soupape. Voilà, moi j'appelle ça ma police d'assurance, tu vois. Oui, bien sûr. Et c'est voilà. Et parce que moi je voulais aussi parler. Alors là, je fais une aparté, je suis navré, je t'embarque dans des méandres terribles. Mais par exemple, ces politiques d'identification des clients, en fait, les mettent en risque aussi. Parce que quand quelqu'un en fait fait un achat d'une dizaine, d'une centaine d'euros en crypto-monnaie, il ne représente pas une menace terrible pour la société. Mais le fait de devoir transmettre, par exemple, son passeport, une preuve d'identité, etc. à un acteur qui finalement est très méconnu et qui peut perdre la base de données, en fait on se retrouve finalement à être obligé par la réglementation de transmettre des données sensibles à des acteurs qui pourraient les perdre. Alors que techniquement, je veux dire, le service aurait pu être fourni sans imposer aux clients
de s'identifier. Et si tu vas par exemple dans un marché classique, acheter du pain, de la charcuterie, etc., tu fais des transactions financières, je veux dire, pour des montants raisonnables de 10 à 100 euros, et à aucun moment tu transmets en fait ces informations sensibles. Et ça ferait bizarre à tout le monde d'aller au marché et pour acheter une baguette de pain, de dire voilà. Même si avec le pass sanitaire, on est en train d'y aller. On est en train d'y aller, et je trouve que ça, finalement, ça met en risque, sous couvert de protéger le consommateur. Moi, je trouve qu'en lui faisant transmettre systématiquement son nom, son identité, etc., ça le met en risque, en fait. Et ça, on en parle rarement. Mais bien sûr, et on voit sur le darknet des bases de données d'acteurs qui appliquent du KYC et qui se font voler leurs données. Et qui ne seraient pas aussi richement fournis si la loi n'imposait pas à tout le monde de les fournir. Mais je suis d'accord, mais en même temps, si vous voulez, la réglementation, elle est faite déjà par des êtres humains et qui sont sur... ils ont des choix, il n'y a pas de solution parfaite. Non, et voilà, et c'est pour ça. Et eux, si vous voulez, la réglementation aujourd'hui, elle prend le parti de dire on prend des risques en termes de protection de la vie privée, tout en imposant et en demandant à ces acteurs de mettre en place des mesures, parce que la sécurité informatique, elle est valable pour les gens qui font du KYC, mais aussi pour ceux qui n'en font pas, et ça permet de mettre en place cette réglementation. Voilà, mais il faut être pragmatique, il faut... moi, c'est pas moi qui fais la réglementation. Oui. Hein. Moi, non, en plus, toi, tu nous défends, je crois que tu participes à la DAN. Oui, voilà, non, mais moi, bien sûr. Tu as une activité où tu représentes finalement assez bien l'écosystème. Oui, je participe activement à essayer que la loi aille dans le bon sens. Bien sûr. Écoute, j'étais assez embêté. Alors, j'ai entendu hier qu'il y avait une loi qui t'enthousiasmait, où il y avait quelque chose, un mouvement qui peut-être, au niveau français, du fait de la loi Pacte, allait permettre de réinvestir. Ou est-ce que, alors, je ne sais pas où je me situe. Est-ce que tu peux m'éclairer à ce niveau-là ? Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que... Un peu de positif. Il y a eu un régime fiscal pour les crypto-monnaies. Là, je parle vraiment pour les particuliers qui a été adopté en 2019, qui en gros assujettit les plus-values de crypto-monnaies, c'est-à-dire le gain que vous avez fait quand vous avez acheté et vous vendez des crypto-monnaies, à un taux qui est de 30%, qui est similaire à ce qui se passe pour les actions. Et en fait, c'est un régime qui, même s'il a encore une fois le mérite d'exister, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, et c'est quand même une source de sécurité juridique pour les contribuables, qu'on peut discuter du taux, etc. Mais bon, voilà. Et ce régime, il a un désavantage quand même assez fort. En tout cas, il y a un angle mort. Est-ce que tu peux nous le résumer, le cadre actuel fiscal pour le particulier dans les crypto-monnaies, en quelques mots? Voilà, pour être très simple, actuellement, l'immense majorité, 99% des gens qui achètent et qui revendent de la crypto-monnaie, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ressortez en fiat, quand vous faites un cash-out, vous payez 30%. Ok. Vous déclarez donc ça à la fin de l'année dans un formulaire, etc. Mais je passe sur les détails. Et vous payez 30% sur les plus-values. D'accord, ok, c'est le régime général, on va dire. Voilà, c'est un taux qui est en miroir de ce qui existe pour les actions. Sociétalement et politiquement, moi j'étais évidemment avec l'ADAN, enfin la chaîne Tech à l'époque, l'ADAN, le Cercle du Coin, toutes les associations. On avait évidemment demandé un régime encore plus favorable, mais bon. C'est pas passé. C'est la flat tax, c'est le régime de la flat tax, c'est 30%. Okay. Et c'est un régime acceptable. En tout cas, politiquement en France aujourd'hui, je pense que c'est compliqué d'aller en dessous, évidemment. Sauf que là, il y a un député que tout le monde connaît qui s'appelle Éric Woerth, qui a notamment travaillé avec Pierre Persson sur le rapport sur les crypto-monnaies, qui est donc, alors il était président de la commission des finances, maintenant je ne sais plus à quel poste il est, et qui a déposé récemment à la surprise générale un amendement. Et dans cet amendement, en fait, c'est ce qu'on appelle un amendement d'appel. C'est une stratégie parlementaire, c'est vous déposez un amendement pour que les gens en discutent et après vous le retirez, parce que le but n'est pas qu'il soit adopté, c'est vraiment créer un débat. C'est un coup de com', un débat. Ça existe dans la justice, dans le Parlement, il y a des choses comme ça, parfois des actions qu'on appelle d'appel ou de provocation parfois aussi. Et dans cet amendement, il y avait notamment une mesure qui est très intéressante pour l'industrie des crypto-monnaies, c'était de dire qu'en fait, quand vous avez des crypto-monnaies, moi j'achète je mine du bitcoin, ou non, je reçois du bitcoin gratuitement. Oui, ok. Le bitcoin vaut 50 000 euros. D'accord ? Oui. J'ai 2 bitcoins qui valent 50 000 euros, donc j'ai 100 000 euros de bitcoin avec une plus-value à 100%. Si demain j'investis dans une société en bitcoin, je donne le bitcoin à l'entrepreneur, en fait je vais être taxé de 30% des 100 000 Oui, parce que ça correspond à une vente en fait. C'est ça correspond en fait à un événement taxable. Et en fait, ce que Éric Woerth propose, c'est de dire, on crée un régime, on n'a pas encore les détails, mais ce serait de permettre le réinvestissement en fait des bitcoins dans des sociétés évidemment françaises, avec en fait... ça serait très beau. Voilà, une forme d'exonération fiscale, alors selon des conditions qui sont à discuter, mais ça serait quelque chose d'assez fort, je pense.
Et c'est quelque chose qui est quand même similaire, qui existe déjà, non? Avec les plus-values ou que tu réinjectes dans les entreprises. Il n'y a pas un système qui existe similaire dans la finance traditionnelle? Voilà, dans le monde fiat, action traditionnel, mais parce qu'il y a une antériorité aussi, oui, il y a des sûr. décennies de réglementation, etc. Et en fait, ça, ce serait un geste fort, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la fiscalité, elle a été principalement, évidemment, le but, c'était de taxer, de proposer un régime, mais on n'a pas encore d'incitation fiscale dans les cryptos, alors que c'est un secteur innovant. C'est un secteur qui peut... Mais il y a des capitaux qui courent aussi, hein, il y a des capitaux importants. C'est quand même dommage de les voir partir à l'étranger, alors qu'on pourrait les garder sur le sol français, ce que tout le monde souhaite, hein, finalement. Exactement. Écoute, moi ça me remplit de joie, j'ai une dernière question. On a vu le Salvador qui avait fait, elle est plutôt rigolote, hein, qui a offert le statut de monnaie légale au Bitcoin en son pays. Est-ce que tu penses que quelque chose de similaire pourrait arriver un jour à l'échelle française, voire européenne, dans les années? Alors déjà, techniquement c'est possible. Il suffirait de remplacer euro dans le code monétaire et financier par Bitcoin pour que Bitcoin devienne une monnaie en cours légal. La monnaie en cours légal, c'est comme son nom l'indique, c'est juste une décision juridique, donc politique en fait. Après, est-ce que ça risque d'arriver dans les prochaines semaines ou les prochains jours? Je ne pense pas, en tout cas je ne ferai pas un pari en ce sens. En sachant que moi quand même ce qui m'interroge, c'est qu'on a beaucoup parlé, parce que c'est quand même un événement historique. Oui, moi ça au sens propre du terme. Oui. On a beaucoup parlé, moi je suis quand même étonné de voir beaucoup de bitcoiners. Je sens une provocation. Je sens une provocation. Qui sont ravis qu'un État, que vraiment l'État reconnaisse légalement une crypto-monnaie, alors que le succès du Bitcoin, pour moi, il dépend pas du Salvador, il dépend pas d'une définition légale. C'est heureusement d'ailleurs c'est autre chose et c'est beaucoup plus que ça, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, on n'en a pas besoin, mais écoute, on peut s'en réjouir. À tout prendre. On peut s'en réjouir. Et attends, et dernière question facultative, et cela n'impacte-t-il pas la nature juridique du Bitcoin qui pourrait désormais être qualifiée de monnaie étrangère? Je pense, après on pourrait rentrer dans des détails, etc. Mais en fait non, c'est une décision nationale. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est la monnaie du Salvador, c'est le Bitcoin. Dans les frontières du Salvador, les frontières territoriales et cyber du Salvador, ça a des effets évidemment. Après, en dehors du Salvador, ça en a nettement moins. En France, on a notre définition des crypto-monnaies, oui. Donc qui ne sont pas considérées comme des monnaies, hein, pour ceux qui mais c'est en train d'en devenir une, moi je trouve. Après la monnaie, moi là-dessus, je suis très à l'aise avec les définitions qui disent money is what money does, quoi. La monnaie, c'est ce qu'on utilise comme une monnaie. T'es en prison, la monnaie c'est des clubs, enfin en tout cas c'est en prison. T'es bitcoiner, ta monnaie ça peut être le bitcoin. Et après le seul débat, en tout cas juridique, c'est le cours légal. Oui. C'est-à-dire. Mais c'est la première fois quand même qu'elle atteint le cours légal, c'est-à-dire que ça peut éteindre une dette. Exactement. Ce n'était pas le cas. On n'a pas le droit de. Enfin, en principe, après, je ne suis pas au Salvador et je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain. Mais c'est 7 septembre, donc on ne connaît pas. Là, on est fin août, donc on va voir l'application, ça va être un beau chaos. Ça veut dire qu'en principe, quand on ira, je sais pas, à la friterie de la plage de Salvador Beach, voilà, elles ont été. Ils ne pourront pas refuser un paiement en Lightning Network. Après, ça faisait très peur aux locaux, justement. Il y avait tout un débat et je crois qu'ils vont faire sur une application douce. Mais effectivement, c'est ce que tu dis, oui. Bien sûr. Eh bien, écoute, merci beaucoup, William. C'est un plaisir. C'est un plaisir, surtout que le cadre est quand même incroyable à Biarritz ce week-end. Donc, c'était d'autant plus un plaisir. Mais je te dis à bientôt. À bientôt, Benoît. Au revoir.